Autrement. Alors, merci Franz d'être là. Je suis très heureuse de t'accueillir. On a déjà eu beaucoup d'échanges ensemble. On a parlé de ton livre, entre autres, mais beaucoup d'autres choses. Et puis, l'idée aujourd'hui, bah, c'était d'avoir encore une fois un échange, une discussion sur tes recherches, parce que justement, c'est un grand travail de plusieurs années sur voilà, la nature au travail qui est bien représenté dans chacun des écrans chez Manon, chez toi, on le voit bien. Donc, voilà, de poser un petit peu le cadre, pourquoi tu as fait ce travail-là. Donc, peut-être pour te présenter, et tu me corrigeras si je me trompe, mais on peut dire que tu es une des rares personnes qui s'est penchée sur la question de la représentation de la nature dans la gouvernance des entreprises. Donc, ce grand travail dont tu nous parleras de plusieurs années. Euh, donc, tu as publié ce livre et puis tu es entre autres maintenant dans le conseil d'administration de Nursis pour représenter la nature et tu as fait tout un travail avec eux. Et avant ça, bah, tu es diplômé de Sciences Po, sociologie des organisations. Et puis, bah, tu t'es intéressé aussi au télétravail et puis voilà, des engagements ensuite sur les questions écologiques qui t'ont amené à cette question de est-ce que finalement, si on avait la nature au sein des organisations, dans leurs organes de gouvernance, est-ce que ça ne résoudrait pas une partie des problèmes que l'on a, ou tous, qui sait. Et puis, on a aussi la chance d'avoir aujourd'hui Manon, donc, qui est en charge de communication de la maison d'édition qui s'appelle l'édition Conto, donc qui est une maison d'édition qui ressort de l'EPFL, enfin une maison d'édition indépendante, qui t'a accompagné dans la publication de ce livre. Et on aura aussi l'occasion d'échanger avec toi, Manon, pour, pour des questions, alors, voilà, des questions qui viennent des participantes et participants. Alors, peut-être, Franz, bah, je te laisse de donner enfin, je te donne la parole, peut-être nous parler de ce livre que j'ai lu, qui est passionnant, et peut-être nous parler du fait de pourquoi c'était important de faire ce panorama, tout d'abord de commencer par cette question euh, avant d'aller comment intégrer la nature, d'abord de se poser la question, qu'est-ce que la nature, comment on la définit? Pourquoi c'était important pour toi de faire ce panorama? Bah, la réponse courte, bonjour à tous et à toutes et à tous et merci pour le webinaire et merci Manon d'être présente et moi, je souhaite vivement remercier mon éditeur qui est suisse, si vous ne l'avez pas compris, qui est un point important parce que quand j'ai publié, enfin quand j'ai voulu publier ce livre, tous les éditeurs français m'ont snobé, royalement snobé, me répondant les uns à la suite des autres, c'est trop pionnier, c'est trop original, c'est trop, il y a tout un tas d'excuses. C'est-à-dire que psychologiquement ou culturellement, les éditeurs français ont fait une sorte de censure en se disant c'est trop innovant. Et le jour 1 où mon agent voilà, est entré en contact avec Kanto, tout de suite le courant est passé. Donc merci Kanto évidemment, mais surtout merci la Suisse d'avoir. Et donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous parler. Pour revenir à ta question de pourquoi il faut s'interroger sur le mot nature avant de représenter la nature en entreprise, bah, la raison elle est simple. Il faut savoir ce qu'on représente. En politique, quand on a des députés ou des gens élus, ils représentent quelque chose. Ils représentent un peuple, ils représentent une idéologie, ils représentent un parti. Eh bien, c'est la même chose avec la nature. Il faut savoir ce qu'on représente. Euh, dire nature, c'est un mot extrêmement général, générique. Dire nature, c'est même au fond dire l'univers, parce que je vous rappelle que les volcans, c'est la nature, les étoiles, les trous noirs, c'est la nature, tout est nature. Même nous, les humains, nous sommes nature, nous sommes des mammifères qui vivons et qui mourront. Donc dire nature, ça voudrait dire univers, et ce n'est pas ça qu'il s'agit au fond de représenter dans la gouvernance des entreprises.
Mais ce n'est pas non plus d'autres mots alternatifs. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le vivant. Il y a une grande mode autour du mot vivant. Je ne comprends pas ce que ça veut dire le vivant. Une grande masse informe, on ne sait pas très bien ce que ça désigne. Donc c'est là qu'intervient l'anthropologie, et en particulier l'anthropologie de Philippe Descola, qui a fait un énorme travail de savoir de quelle façon les humains se mettent en relation avec la nature et surtout qu'est-ce qu'ils valorisent dans la nature. Chez certains peuples, et je pense notamment à notre civilisation, ce qui nous intéresse, c'est les grands équilibres systémiques. On va parler de réchauffement, de biodiversité, enfin voilà, on parle de système. Mais dans d'autres populations, je pense notamment à l'Amazonie, les animistes d'Amazonie, il n'est pas question de biodiversité, il n'est pas question de réchauffement. On se désintéresse royalement des limites planétaires ou des équilibres écosystémiques parce que ce qui a de la valeur dans ces civilisations-là, c'est chaque être vivant. Donc ce n'est pas le vivant, c'est les vivants. On respecte chaque être vivant de la même façon qu'on va respecter un être humain. Et on les respecte tellement d'ailleurs que finalement manger un non-humain, manger un plant de manioc, manger un poisson ou manger un pécari, eh bien ça revient au même que manger un humain. On considère que c'est un acte, et c'est pas moi qui le dis, c'est le grand anthropologue Eduardo Vivero de Castro qui dit c'est un acte de cannibalisme métaphysique, parce que ça revient au même que de manger un humain. Alors ça, c'est pour l'anecdote, mais ce que je veux vous dire, c'est que avant de représenter la nature, comme je le fais, comme mes collègues le font, et comme on espère bientôt d'ailleurs aussi le faire en Suisse, eh bien, il faut se demander ce qu'on représente exactement. Est-ce que je représente le plant de manioc, le poireau, le trou noir, le soleil? Est-ce que je représente le réchauffement ou la biodiversité? Point d'interrogation. Je fais une réponse courte, hein, Sarah, Oui, pour... effectivement, euh, c'est très intéressant. Puis je me posais la question, en fait, de ton livre et puis au travers des recherches que tu as fait, en fait, dans beaucoup de civilisations, il y a moins cette notion un être sentient. Je pense que je m'intéresse pas mal à l'antispécisme, mais en fait, c'est vrai que quand même dans l'antispécisme, il y a une différence entre manger une carotte et manger un, ou un poireau, en l'occurrence, parce que tu prends souvent cet exemple, et manger un animal, en fait. C'est ça, alors que, effectivement, quand tu disais, on parle du vivant, bah, ça peut être même le Covid ou voilà, des bactéries Oui, qui... Ouais. exactement. Hier, j'étais en discussion hier matin avec une entreprise qui est intéressée pour représenter la nature dans son board en France et qui me disait ça va pas être facile parce que les administrateurs m'ont déjà répondu n'importe quoi, ça veut dire quoi que le Covid va avoir son droit de parole au conseil d'administration. Et en fait, c'est une bonne question, c'est une bonne remarque. Il a raison, cet administrateur. De quoi on parle exactement? Qu'est-ce qu'on représente? Ce qui t'a amené justement à d'abord poser ce cadre sur voilà, qu'est-ce qu'on veut représenter. Alors, si je fais le lien avec ce que tu fais maintenant chez euh, Narcisse, peut-être Peter a l'occasion de nous en dire plus. Qu'est-ce que vous avez décidé, parce que c'est un peu un des pionniers justement, qu'est-ce que vous avez décidé de représenter chez eux spécifiquement? Hmm. Donc, pas le Covid, si je comprends bien. Non, pas le Covid ni le poireau. Même si je dois confesser que personnellement, ayant fait pas mal de travaux en Amazonie, j'ai une petite préférence pour ces philosophies de la nature qui valorisent chaque être vivant. Parce que au moins un être vivant, c'est concret. On peut le toucher, on peut le soigner, on peut le manger. Là où, si tu veux, le réchauffement, ça reste un concept un peu scientifique, un peu impalpable d'une certaine façon. Mais au-delà de mes préférences personnelles, moi je suis l'humble émissaire de cette nature qui est définie au cas par cas. Et donc, chez Norcis, on a fait un gros travail, hein. On a fait presque 3 journées de travail sur la question quelle est la nature qui nous intéresse pour aboutir à une réponse très très classique qui est de dire c'est les 9 limites planétaires. Alors, si d'aventure certains ne sont pas familiers, donc les 9 limites, c'est si on veut garantir la stabilité de la planète, du vivant, entre guillemets, eh bien, il faut respecter 9 limites, incluant la biodiversité, incluant le réchauffement, mais incluant aussi des choses moins communément comprises, telles que l'acidification des océans ou d'autres limites.
Et pourquoi on a retenu ça? Pourquoi Nord-6 a retenu ça? C'est parce qu'en fait, les limites planétaires, c'est à la conjonction des enjeux écologiques. Hein, on essaye de préserver l'équilibre du système et du vivant sur la planète, mais aussi des enjeux humanistes, un peu plus classiques, puisqu'il s'agit en fait de préserver un espace de vie pour les générations futures. Et donc ça, c'est bien pratique au fond de dire, bah, c'est la conjonction. On n'est pas dans une opposition entre écologie et humanité, on est dans une union des deux enjeux. Alors ça, c'est la théorie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on s'est dit, bon, bah super, 9 limites, donc on va faire un diagnostic. Parce qu'aujourd'hui, toutes ou presque toutes les entreprises ont leur petit bilan carbone, et c'est très bien, sauf que le bilan carbone, c'est 1/9 limites. Donc on s'est dit, on va faire un diagnostic 9 limites, et là, aux surprises, aux grandes surprises, nous découvrons que malgré le consensus scientifique sur les 9 limites planétaires, il n'existe aucun outil pour diagnostiquer l'impact d'une entreprise sur ces 9 limites. Donc on a contacté le Stockholm Resilience Center, qui est donc l'université qui est à l'origine de ce consensus scientifique. Et d'ailleurs, dès que je raccroche avec vous, je saute à une autre réunion pour discuter avec eux, pour voir comment on peut expérimenter un diagnostic 9 limites planétaires. Donc là, on a un bel exemple il y a la théorie, puis après la mise en pratique où c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est étonnant parce que moi, je pensais que justement, on pouvait le faire alors de manière évidemment assez théorique parce que tu peux pas te dire vraiment en fait la biodiversité, elle peut être allouée à un territoire, une entreprise, parce qu'on est tout aussi dépendant de la forêt du canton de Genève que le fait que la forêt amazonienne se porte bien, vu qu'on fait partie d'un tout. Mais je sais que notamment la ville d'Amsterdam et même le Grand Genève a fait un assessment avec l'outil du donut. Donc, est-ce qu'au final, ça reste trop théorique pour pouvoir allouer quelque chose de particulier ou c'est de cette manière-là que vous avez procédé chez C'est Norcis? un peu technique, donc, mais en fait, les limites planétaires, c'est de dire l'humanité a un quota hein, de carbone, d'eau potable, d'acidification qu'elle peut consommer ou émettre, mais il ne faut pas aller au-delà. Ce quota, tu peux le subdiviser par territoire. C'est ce que fait le Donut Economic Labs dont tu parles, de dire on peut découper la limite eau potable en autant de pays, autant de kilomètres carrés, autant d'humains, pays par pays. Mais pour avoir discuté avec Kate Raworth, donc la fondatrice de ce donut, en fait, elle ne fait pas et elle ne veut pas faire pour les entreprises parce qu'on ne sait pas comment ensuite subdiviser à nouveau ces quotas pour des entreprises. Les entreprises ne sont pas des territoires, ne sont pas des États. Les entreprises, on pourra en discuter tout à l'heure, c'est une chose un peu étrange dans le monde moderne, une sorte de petite divinité qui est un peu déconnectée du réel, donc on ne sait pas faire aujourd'hui, mais Stockholm semble avoir trouvé la solution, donc je vous en dirai plus la prochaine fois. Ok, bon, c'est super intéressant. Et pour en venir à ton livre, donc une fois que tu as posé un peu de quoi on parle quand on parle de la nature, donc notamment au travers de tes différentes explorations et recherches littéraires, mais aussi pratiques hein, au cours de tes voyages. Donc tu nous as fait part de ta préférence en fait par rapport est-ce que c'est plutôt justement l'animisme, tu parlais aussi de biocentrisme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, enfin, un peu les différences dans tes explorations? Différence de philosophie de la nature, tu veux Oui, dire? par exemple, oui, c'est ça, parce que bah, toi, tu as ta préférence personnelle, mais en fait, chacun pourrait finalement définir de quoi il s'agit. Est-ce que finalement, chaque entreprise, on pourrait imaginer qu'elle laisse sa propre définition Ouais. de la nature par rapport à son activité, ou est-ce qu'on devrait avoir quelque chose de finalement, il faut qu'on se mette d'accord unanimement sur ce qu'on doit protéger ou Ouais. ce dont il s'agit pour que ça marche en fait? C'est une bonne question, surtout que tu la poses à un Français. Et les Français ont le grand défaut d'être un peu universalistes, de penser que leurs petites idées valent pour la planète Terre entière. Donc c'est une très bonne question. Euh,
il y a un risque si chaque entreprise y va de sa définition de la nature, et notamment un risque dont on reparlera peut-être, mais qui est de spiritualiser les choses, hein, de verser dans tout un tas de croyances qui sont déconnectées du réel. Mais à l'inverse, il y a aussi un risque à penser qu'il n'y a qu'une définition universelle de la nature, parce que déjà l'anthropologie nous montre qu'il y a plusieurs définitions, plusieurs façons d'appréhender, de valoriser et de respecter la nature. Et surtout, l'anthropologie nous apprend que les civilisations qui, comme la nôtre, pensent la nature sous l'angle des systèmes, sont celles qui font le plus de dégâts à la nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on pense système, on pense, je le répète, à des grands équilibres, à des formules scientifiques et mathématiques, et on se dit qu'au fond, on peut démolir la nature, on peut raser la forêt en bas de chez soi et creuser une montagne à l'autre bout du monde, parce qu'au fond, si c'est le système qui compte, eh bien les arbres que je coupe d'un côté, je pourrais, c'est caricatural, mais les replanter de l'autre. Et les civilisations qui pensent comme ça, qui pensent sous l'angle des systèmes, c'est la nôtre, mais c'est aussi toutes les religions, enfin la plupart des civilisations asiatiques. D'où nous viennent d'ailleurs pas mal de figures spirituelles de la nature, hein, Gaïa pour n'en citer qu'une, ou Yamuna, ou Pachamama qui nous vient des Andes, mais c'est la même façon de penser. On pense système et on fait beaucoup de mal au terrain. Là où des philosophies alternatives de la nature qui sont plus sur le concret, sur le local, témoignent d'un respect beaucoup plus important. Si on revient à l'animisme, c'est-à-dire le fait de respecter chaque être vivant, qu'il soit humain ou non humain, animal ou végétal, on ne fait pas la différence dans l'animisme, eh bien, ça nous donne des beaux résultats. Il suffit de voir la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, avant que nous envoyions nos bulldozers et compagnie, c'est quand même l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Il y a une autre philosophie de la nature dont j'ai pas parlé, mais je veux pas ennuyer le public, mais qui consiste à penser la nature sous l'angle d'une petite communauté locale, une communauté d'humains et de non-humains, une communauté réunissant des pierres, des fleuves, des arbres, des vers de terre et des humains, et de considérer que cette petite communauté est l'équivalent d'une famille. Et comme, en tout cas dans une famille fonctionnelle, on fait en sorte de ne pas manger, de ne pas tuer sa famille, on fait en sorte de prendre soin de sa famille, et c'est comme ça que ça fonctionne avec de très bons résultats, et c'est une philosophie qu'on trouve en Australie en particulier. Et à nouveau, l'Australie indigène et pas l'Australie telle que nous l'avons rebâtie récemment. Mhm. Et donc, à l'aune de ça, est-ce que justement, parce que moi, je n'ai pas fait autant de recherches que toi, mais dans mes réflexions, je me suis toujours dit, est-ce qu'au final, le fait d'avoir des activités humaines, ça va pas de toute façon avoir un impact sur la nature. Et au final, est-ce que c'est ça qui crée de toute façon un déséquilibre? Et toi, en lisant ton livre et tes recherches, j'ai l'impression que tu cherches à rétablir un équilibre dans le contexte qui est qu'on est là, on est aussi des habitants de cette planète avec d'autres personnes et que au travers de nos activités et de l'intégration de la nature, on cherche à rétablir un équilibre, c'est-à-dire on ne dit pas juste je prends l'exemple, voilà, je me sers du miel des abeilles, mais en fait elles font un travail pour nous et comment on les rémunère, enfin, remettre un peu cet échange qu'on aurait avec des employés ou d'autres parties prenantes, on en reviendra après à ce terme, dans l'entreprise. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas juste l'humain qui a un impact, c'est l'abeille a un impact. Le loup, on pourrait dire, ou même l'arbre a un impact. La question, c'est pas celle de l'impact, c'est effectivement celle d'un impact équilibré. Reprenons la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, je pense que le public le sait, mais en fait, c'est pas un espace naturel, c'est pas un espace sauvage. C'est parce que depuis 13 000 ans, entre 7 et 13 000 ans, il y a différentes théories, mais les humains sont présents dans la forêt amazonienne, en fait, c'est aussi riche en termes de biodiversité parce que c'est la présence humaine qui a
par les migrations nomades et par les plantations éphémères, à cultiver cette biodiversité. Donc c'est comme un grand jardin. Mais la différence, c'est de savoir quel jardin, nous les humains, on veut créer. Est-ce qu'on veut créer le jardin façon Amazonie, le jardin façon palais de Versailles à la française, complètement domestiqué, maîtrisé et contraint, ou le jardin qu'on laisse une fois qu'on a exploité la mine de lithium au Congo ou en Bolivie, qui est un jardin complètement post-apocalyptique, j'ai envie de dire. C'est ça la question qui se pose. Mais effectivement, pour en revenir au cœur de la proposition, une fois qu'on a dit ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet du travail. C'est-à-dire, on travaille avec la nature, on met la nature au travail, on l'exploite, mais on la démolit, mais aussi parfois simplement on la met à contribution sans forcément la démolir. Et donc, moi, ça me pose la question de savoir, bah, on a complètement oublié la nature dans l'entreprise. La nature, c'est une ressource dans le bilan comptable, c'est une marchandise qui va coûter de l'argent. Alors maintenant, on essaye un peu de faire du reporting extra-financier, blablabla. On va essayer de compter le nombre de sacs poubelles, le nombre de litres d'eau, machin. Mais ça reste quand même de la matière, tu vois, comptabilisée. Moi, ma proposition, c'est pas ça. Ma proposition, c'est de dire la nature est une partie prenante avec qui on travaille. Et quand on fait travailler des humains, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de pas les trucider, on essaye de vaguement d'en prendre soin, de les rémunérer, on leur donne des droits, on négocie un salaire, on négocie des accords avec les syndicats. Eh bien, je propose de faire la même chose avec la nature. Sinon, ça revient à dire que la nature est une chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire esclave. Quand un humain travaille et que l'on considère comme une chose, ça s'appelle techniquement de l'esclavage. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la nature, et moi je propose de sortir la nature de cet état d'esclavage pour moderniser un petit peu notre monde. Et concrètement, donc il y a un exemple que j'étais très heureuse de découvrir, même avant de lire le livre, lors d'un des webinaires qui a beaucoup fait rire mes enfants. Donc les chiens de la police de Nottingham qui sont payés. Donc ils me demandaient, ah, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils Ouais. font leur argent? Comment? Mhm. Et donc c'était très intéressant. Et au-delà de ça, bah, tu pourras parler de cet exemple, mais concrètement, comment on fait en fait? Parce qu'effectivement, tu parles du reporting. Donc, pour l'instant, on va faire nos états financiers. Et enfin, je me permets d'en parler parce qu'on a pas mal traité ce sujet aussi avec Margot et Anoucha, mais on fait des états financiers. Et à côté, comme tu disais, bah, on dit, bah, en fait, on a utilisé tant de litres d'eau, on a utilisé, on a voilà, émis tant de tonnes de CO2, tant de tonnes de déchets. Mais en fait, à aucun moment, ça vient impacter nos états financiers. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, bah, en fait, c'est tout, il faudrait donner quelque chose. Donc, c'est un coût, vu qu'on l'utilise dans nos processus de refroidissement, voilà, selon l'activité de l'entreprise. Mais en fait, il n'y a pas de répercussion financière. Alors que toi, tu Hein. dis, bah, en fait, il faut le faire pour qu'il y ait un salaire, pour qu'on sorte de cet esclavage, en fait. Oui, oui, si tu veux, le reporting extra-financier euh, qu'on qu'on essaye de mettre en place en Europe, ça reste une philosophie tout à fait libérale, selon laquelle, en partageant de l'information, le marché décidera. Le marché prendra les bonnes décisions, le consommateur adoubera ou sanctionnera. Bon, on sait que ça marche pas comme ça, mais on est en Europe et on reste quand même la patrie du libéralisme. Donc effectivement, c'est de l'information mise à disposition du marché, mais ça change pas grand-chose. Moi, ce que je dis effectivement, c'est que il faut aller beaucoup plus loin. Alors, ça peut être une rétribution financière, mais pas forcément. Pas forcément parce que euh, si tu veux, tu vois, si on reprend le cas du chien, des chiens policiers à Nottingham que tu évoques, c'est vrai que ce qui marque les esprits, c'est de dire que ces chiens, effectivement, touchent 400 pounds, 400 livres par an pour le travail qui... Et c'est assez commun d'ailleurs hein, dans la police ou dans l'armée que de considérer les animaux les mammifères en tout cas comme des travailleurs. C'est ce qu'on faisait aussi dans les mines. Moi, je viens du nord de la France et dans les mines, les chevaux, on considérait que c'était des travailleurs, ils avaient des vacances, etc. Mais si tu veux, l'important, c'est pas tant la rémunération qu'on va donner à l'animal,
c'est la question des droits et du respect dont on va lui témoigner. C'est le fait de ne pas le faire travailler 24 heures sur 24, c'est le fait quand il est vieux, de lui offrir des conditions de retraite ou une assurance maladie. Quand il n'est pas bien, quand il y a un accident du travail, plutôt que de l'abattre, on va le soigner chez le vétérinaire. Et si vous voulez, tout ça, ce sont des pratiques qui existent, qui ont existé, et qui sont d'ailleurs théorisées par des chercheurs académiques, hein, qui nous disent, en fait, il faudrait aller plus loin, il faudrait non pas seulement envisager un salaire, une sécurité sociale, etc., il faudrait aussi envisager une représentation syndicale, de façon à ce qu'il y ait des syndicats pour défendre les droits de tous ces travailleurs non humains. Et pour moi, c'est tout aussi important que la rémunération, si tu veux, parce que l'argent, c'est une histoire très humaine, finalement. Pour les animaux, c'est peut-être autre chose qui compte. Moi, ce qui m'embête dans ces théories, c'est que je trouve que ça va pas assez loin parce que au fond, je parlais tout à l'heure, esclavage versus moderne, rapport de travail moderne. En fait, un autre point qui distingue ces deux choses-là, c'est que dans un contrat de travail moderne, il y a consentement. C'est-à-dire qu'on signe un contrat de travail. Je dis, j'accepte de travailler pour vous. Là où l'esclavage, il n'y a pas de consentement. Et c'est ce qu'on continue à faire avec les animaux. On ne leur peut- on n'y a pas on leur demande pas leur avis. On pourrait pourtant. Mais ça, c'est jamais qu'un scénario, si tu veux, de nature au travail, qui est pas forcément le plus. Enfin, moi, je milite plutôt, désolé, je passe à un autre sujet, mais je milite plutôt pour une autre forme d'intégration de la nature dans nos entreprises, qui est la nature actionnaire. Pourquoi? Parce que on vit dans la civilisation qu'on connaît. Notre sujet, c'est plutôt le système, l'écosystème, les limites planétaires. Et si tu veux, on ne peut pas serrer la main, on ne peut pas signer un contrat de travail avec la planète ou avec le réchauffement climatique. Vraiment une espèce d'entité conceptuelle. Et donc pour moi, c'est la planète apporte des services à l'entreprise. La planète apporte des services en fournissant de l'oxygène, tu vois, pour que les humains respirent, en apportant, je ne sais pas, de la gravité pour que les humains ne s'évaporent pas dans le vide de l'espace intersidéral. La planète apporte du vent, de l'eau, etc. Tout ça sont des services, des apports en nature. Et qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise quand une partie réalise un apport en nature? Eh bien, on la rétribue en partageant le capital, en partageant le capital social, en donnant des actions à cette partie qui apporte les services. Et donc, c'est ce que je propose de faire, de dire, eh bien, la nature nous rend tout un tas de services, donc on va lui donner X% du capital, on va lui donner des actions. Et ça, pour moi, c'est le scénario sur lequel je travaille le plus et contre toute attente qui a le plus de succès voilà, aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un peu la conclusion une fois que tu as fait le tour des possibilités. Donc voilà, on vient de parler de la nature comme employée, la nature au bord, la nature comme... Et puis on arrive à dire, ben, en fait, la nature devrait être actionnaire pour les raisons que tu évoques. Et c'est ce que vous avez fait chez Norcis, en fait, récemment. Et tu évoques aussi l'exemple de Patagonia, qui est beaucoup cité parce que voilà, ça a été Nature is our only shareholder, mais tu apportes une nuance par rapport entre Ouais. l'actionnariat et la prise de décision. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce Oui, que oui. Bah, effectivement, quand j'ai écrit le livre, l'exemple le plus poussé, c'était celui de Patagonia. Donc, c'était il y a un an et demi. Et Patagonia, effectivement, a dit la nature est désormais notre seul actionnaire. Et effectivement, le fondateur, Yvon Chouinard de Patagonia, a légué la grande majorité du capital de l'entreprise, 98% du capital. Donc, ça représente des millions et des millions de dollars, hein, voire même des milliards, à la nature, ou en tout cas une entité juridique qui représente la nature. Le problème, c'est que les actions qui ont été cédées, ce sont des actions que l'on appelle, enfin, qu'on pourrait appeler économiques. C'est-à-dire, c'est des actions qui vont permettre de toucher des dividendes toutes les fins d'année, mais ce sont des actions non politiques, sans droit de vote. Ce qui veut dire que la nature n'a aucun droit de parole
aucun pouvoir de décision, aucun droit de vote chez Patagonia. Et ça, à l'époque, c'est ce qui a été donc publié dans le bouquin, bah, c'était, je trouvais, insuffisant. On peut imaginer une nature qui soit actionnaire avec le volet dividende économique, mais aussi avec les droits de vote. Et ça n'existait pas. Et donc, effectivement, chez Norcis, donc la première entreprise française qui, en ayant lu le bouquin, a dit Banco, on passe à l'action. Et je suis très honoré que cette entreprise ait dit on va mettre pleinement en place cette idée de nature actionnaire. Donc, la nature, effectivement, possède une part du capital. Norcis, pour info, c'est une entreprise du numérique de 800 salariés. Donc, c'est une entreprise intermédiaire honorable, j'ai envie de dire. Et donc, capital pour la nature, mais la nature envoie un représentant. Le premier mandat de représentant de la nature, c'est moi qui l'ai pris, du coup. Et ce représentant dispose d'un droit de vote au conseil d'administration et, plus important encore, d'un droit de veto. Parce que c'est bien sympa, c'est bien gentil de donner un droit de vote. Ça a été fait un peu ailleurs. Ça a été fait, par exemple, au Royaume-Uni chez Faith in Nature. Mais si vous voulez, si votre voix est majoritaire, minoritaire, pardon, bah, on peut dire tout ce qu'on veut. Au fond, ça ne veut pas dire qu'on va vous écouter. Donc chez Norcis, on a dit non, la nature, c'est sérieux. Et donc, droit de veto donné à la nature chez Norcis. Voilà. Ouais, c'est un peu l'aboutissement en fait le plus complet. Mais est-ce que si je fais un peu l'avocat du diable, justement, si on est en même temps, si on a ce stewardship, donc où on a les droits, donc l'actionnariat, et en même temps la prise de décision, est-ce que ça, c'est pas problématique? Parce que justement, la nature pourrait dire, ben, en fait, j'arrête complètement. Une ligne de service où on se retrouve, enfin, si je pousse à l'extrême, on peut avoir des exemples comme voilà, Musk qui achète Twitter et puis qui devient l'actionnaire et en même temps le directeur et puis qui dit, ben, en fait, je licencie 50% des employés ou je décide de faire tel... voilà, de plus avoir de Ouais. fact-checking et puis que les discours haineux sont OK. Et il y avait aussi peut-être dans la foulée, tu peux répondre à cette question. Qu'est-ce que la nature fait du capital qui lui est destiné, en fait? Comment ça se passe? Ouais, bah en fait, il y a quand même une distinction. C'est pas moi qui suis actionnaire hein, de l'entreprise. C'est une fondation pour la nature. Et c'est cette fondation qui ensuite décide de l'allocation de l'argent et des dividendes qui sont touchés. Moi, j'ai rien à voir dans ce processus. Euh, C'est-à-dire, il y a un comité qui décide tout ça, tout ça. Moi, je suis nommé pour juste la partie gestion des droits de vote et de veto, sans qu'il y ait d'impact sur quoi que ce soit financièrement. J'ai envie de dire, il y a bien une séparation entre le volet économique et le volet politique des actions. Euh, Là où, par contre, tu pointes un sujet, c'est que ce qui est difficile pour moi, c'est que en ayant un droit de veto et en étant le seul au fond à avoir un droit de veto, bah je peux pas parler uniquement au nom de la nature. Je peux pas parce que sinon effectivement la nature ne se satisfait, j'ai envie de dire, d'aucune entreprise dans le monde ou de quasiment aucune entreprise dans le monde que l'on connaît. Et donc, si vraiment la nature disait quelque chose, elle fermerait toutes les entreprises, tu vois. Mais en fait, dire je ferme Norcis, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Parce que derrière, il y aura encore des concurrents hein, qui vont continuer l'activité dans le numérique, sans d'ailleurs s'intéresser autant à la nature. Donc du coup, en fait, ce droit de veto, c'est un peu à double tranchant. Euh, Certes, ça me permet d'imposer une écoute sur les sujets naturels, mais il ne s'agit pas d'être extrémiste et d'aller voilà, fermer une entreprise ou quoi que ce soit. Sinon ça n'a aucun intérêt de mettre en place ce genre de choses. Moi, mon enjeu, il est plutôt de dire de transformer l'entreprise. De transformer l'entreprise. Et ça, c'est le vrai défi.
Parce que c'est certain que quand on est militant et activiste au nom de la nature, on peut crier, on peut dire on arrête le plastique, on arrête ceci, on arrête cela. Mais quand on est administrateur d'une entreprise, on a une responsabilité juridique devant les juges, devant les salariés, devant la population. Et donc, c'est pas un droit avec lequel on joue. Et donc l'enjeu, c'est de transformer. Et là, c'est compliqué de transformer. C'est facile de dire c'est pas bien le plastique, par exemple, mais de concrètement transformer l'entreprise, bah, ça prend des années pour essayer de se sortir du plastique ou de sortir de tout un tas de choses. Donc voilà un petit peu comment j'essaye de prendre le mandat qui est le mien. Ok. Donc avec cette vue voilà, on entend les revendications et les problématiques, mais comment faire? Parce que tu disais à juste titre, si on ferme l'entreprise, c'est pas le but parce que quelqu'un pourrait faire pire. Et nous, on utilise ce levier-là d'être au cœur de la gouvernance pour pouvoir transformer. Et puis par rapport justement cette fondation, donc c'est une fondation qui est actionnaire qui possède, en l'occurrence pour Narcisse, 10% des parts. Et est-ce qu'elle a, quel est son but particulier? Enfin, comment est-ce qu'elle représente la nature, en fait? Parce qu'elle reçoit les dividendes, mais après, qu'est-ce qu'elle fait de cet argent? Qu'est-ce qu'elle a comme objectif particulier, cette fondation qui représente la nature? Ouais, désolé, je vois qu'il y a des questions encore un petit peu dans le chat au sujet de... je vais répondre à ta question sur la fondation, mais je vais aussi répondre après au chat. Euh, cette fondation, celle qui est chez Norcis, elle a vocation, si tu veux, à prendre des dividendes et ensuite à les redistribuer très simplement pour régénérer la nature. Donc ça peut être, tu vois, soutenir de l'agriculture régénératrice, soutenir des projets de meilleure gestion de l'eau, parce que le numérique a un gros impact sur l'eau potable, on l'oublie. Donc voilà, c'est tout un tas d'exemples. Par ailleurs, moi, je suis en train de créer une autre fondation qui soit pas liée à Norcis, mais une fondation qui soit un peu plus générale, qui va permettre à la nature en France de prendre des actions dans plein d'entreprises. Parce que depuis Norcis, il y a pas mal de boîtes qui ont dit, ah mais c'est génial, moi je veux faire pareil, je veux donner 1%, 2%, non pas en charité. Vous connaissez peut-être, il y a un mouvement qui s'appelle 1% pour la planète, où on donne tous les ans un peu d'argent. Non, là c'est aller plus loin et donner 1% du capital à la nature. Donc je suis en train de créer une fondation d'intérêt général qui abritera tout ça et qui fera, Sarah, la même activité, tu vois, de redistribuer l'argent pour régénérer la nature. Mais sur la question qui était dans le chat, mais la personne est partie. Ah non, 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 c'est... pardon, j'ai oublié ton... Je sais pas comment tu t'appelles. Alessandro. Alessandro, voilà. Ah, j'ai Euh, oublié d'inverser mon truc. Ouais. ouais. Ah oui, c'est Alessandro. Ouais. Euh, en fait, chez Norcis, effectivement, la grosse question de la transformation, c'est pas sur le plastique. Et malheureusement, ça ne peut pas être sur la technologie digitale et numérique. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer toute la chaîne du numérique en amont. On va pas réinventer l'ordinateur portable, on va pas réinventer la microélectronique, comme on disait dans le temps, on va pas changer les mines de métaux rares, on va pas, on peut pas en fait, on est trop petit. Il faudrait être multimilliardaire et encore pour réinventer l'ordinateur. Donc ce qu'on peut faire en revanche, c'est agir sur l'aval de la chaîne de valeur. Et c'est ce que tu dis dans ton commentaire, c'est de se dire à quoi sert le numérique? On part du principe que le numérique est globalement pas bon pour la planète, mais est-ce qu'on ne peut pas en faire un bon usage et que ce numérique soit en soutien de projets qui vont aider la planète à aller mieux? C'est un peu ce que fait Data for Good, qui est une association en France de dire la data c'est un peu compliqué, c'est de la surveillance, c'est de la publicité, etc. Mais en fait, on peut utiliser la data pour faire le bien, pour du bien, créer du bien social et du bien environnemental. Donc c'est sur ça qu'on est en train de travailler, mais un conseil d'administration étant confidentiel, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade. Oui, merci beaucoup. Et donc, cette fondation, parce que nous, on a pas mal échangé, parce qu'en Suisse, on a quand même une longue tradition de fondation actionnaire, pas
nécessairement fondation actionnaire qui représente la nature, mais de fondation actionnaire. Voilà, je parle parce que elle est juste à côté, mais la fondation Wilsdorf qui détient la société de montres Rolex, mais il y en a d'autres dont voilà, il n'y a pas de personnes privées qui détiennent l'entreprise, mais la- le, le- le- tous les bénéfices de l'entreprise, les dividendes sont reversés dans des buts philanthropiques. Donc, est-ce que la fondation que tu es en train de créer, est-ce qu'elle sera en Suisse? Tu peux le faire en France? Et puis, est-ce que on pourra y participer? Donc, nous donner une partie de notre capital, comment ça va se passer? Ouais, bah écoute, c'est juridiquement un gros sujet un peu complexe parce que on est en pleine étude juridique. Parce que en France, les fondations actionnaires, c'est pas du tout fréquent. Et là, en plus, ce serait multi-actionnaire. C'est-à-dire, c'est pas juste actionnaire dans une boîte telle que Norcis, mais c'est actionnaire dans 50 boîtes. Et en plus de ça, c'est pas l'intérêt général classique, mais c'est au nom de la nature, qui est encore un truc inhabituel, j'ai envie de dire, dans le paysage juridique. Donc, donc écoute, c'est un peu compliqué de répondre à ta question, si ce n'est que moi, j'adorerais que cette fondation soit en Suisse. Je te l'ai déjà dit. Et j'espère qu'on travaillera bientôt ensemble sur ce sujet. Après, ce qui est difficile, c'est que les entreprises restent un petit peu patriotes, finalement. Enfin, les entreprises qui n'ont pas délocalisé en Chine ou aux Bahamas, hein, on est d'accord, mais les entreprises qui n'ont pas délocalisé sont assez patriotes. Et donc, si tu veux partager son capital quand on est entrepreneur, c'est pas facile. Capital, c'est vraiment le cœur du pouvoir, c'est le cœur de ton engagement entrepreneurial, c'est ton petit trésor de guerre. Déjà, avec les salariés, tu as bien du mal, en général, en tant qu'entrepreneur, à le partager. Alors, le partager avec la nature, c'est un geste supplémentaire, mais si en plus, cette nature, c'est une fondation qui est en Suisse ou ailleurs, tu vois, ça peut être un peu compliqué. Donc moi, mon sentiment, c'est que ces fondations qui représentent la nature, elles doivent être nationalisées. C'est pays par pays, tu vois. Même si j'aimerais bien que ce soit une seule fondation internationale. Donc, imaginez, voilà, effectivement, parce qu'il y a ces écueils juridiques, d'avoir une fondation, que Ouais, le travail qui nous occupera dans quelques mois, d'avoir une fondation. mm, Parce que pour Norcis, il y a une fondation propre à Norcis qui a été créée, pour Patagonia aussi, ouais, comme c'est le cas voilà, pour Rolex ou pour d'autres fondations. Mais effectivement, on peut imaginer, si on prend notre exemple, une petite structure, une TPE avec 3 employés. On n'a évidemment pas les moyens c'est ça. de mettre en place une fondation, la fondation de Positive Project, qui donnerait, est-ce qu'on pourrait avoir une fondation qui justement qui détienne un petit peu ou Mm, tout c'est ça. de plusieurs entreprises, mais est-ce que ça poserait pas des problèmes en termes de gouvernance, justement, parce qu'il y a bah, en tant qu'actionnaire, tu dois aussi, et en tant que membre du conseil de fondation, tu dois avoir une supervision sur ces entreprises, Ouais. et le business serait différent de celui des 100 autres entreprises qu'elle détient. Bah, c'est le sujet, hein. Bah, je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais le sujet, c'est bien de mettre les pieds dans la gouvernance des entreprises. J'en profite pour faire un petit hold-up de la conversation, mais moi, ce qui m'embête, c'est que le sujet de représenter la nature commence à être assez à la mode. En tout cas, en France, depuis qu'on a fait ça chez Norcis, on a tous les projecteurs. Et j'espère que ce sera bon pour les ventes, Manon, qui sont déjà bonnes, je crois, les ventes du livre. Mais c'est-à-dire qu'on passe sur les plateaux télévisés de TF1, etc. Et cetera. Et du coup, ça incite à quoi? Ça incite pas mal de monde à se dire, bah tiens, nous aussi, on veut notre petit représentant de la nature. Mais en leur donnant pas vraiment de pouvoir. Tu vois, c'est comme mettre une plante, j'exagère un peu, tu vois, mais c'est avoir sa petite plante verte pour la Le photo. ficus au Donc, bureau. comment? Le ficus au bureau. Voilà, le ficus au bureau, c'est ça. Bon, je suis un peu méchant, j'exagère, mais si tu veux, le gros risque, c'est que cette histoire-là que j'essaye de décrire, elle se transforme en gros phénomène de greenwashing
où ici et là, on aura des représentants de la nature, mais qui feront un petit peu comme les comités de mission en France, ça fera joli, mais ça n'aura pas vraiment de pouvoir. C'est peut-être un peu radical de dire ça, mais pour moi, en fait, ça sert à rien d'avoir une représentation cosmétique de la nature. Pour moi, l'enjeu, c'est bien de venir interférer avec la gouvernance des entreprises, parce que la gouvernance des entreprises, depuis 2 siècles, elle se fait dans l'intérêt unique des actionnaires. C'est la loi, c'est le code civil. Et donc, c'est pas étonnant que, en fait, l'entreprise soit entièrement focalisée sur la production de richesses pour les actionnaires, de dividendes, et que du coup, on en arrive à une crise écologique monstrueuse. Donc, l'objectif, c'est bien de parasiter, en quelque sorte, d'interférer avec la gouvernance des entreprises. Évidemment, je sais bien qu'il y aura plein d'entreprises qui n'auront pas envie d'en entendre parler. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je prends le sujet de la crise écologique et je ne vois pas d'autre solution que de transformer cette gouvernance. Voilà. Merci, Franz. Nicolas, tu avais une question, oui. Ouais, bon, bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous. Merci pour l'organisation de ce webinaire et merci Franz pour ton bouquin, tes idées et les lignes que vous faites bouger avec Norcis notamment. Moi, j'ai juste un petit contexte. J'ai travaillé, j'ai développé une expertise sur les droits de la nature il y a près de 10 ans de cela et la jurisprudence de la Terre aussi. Des sujets qui sont encore embryonnaires, mais qui sont en train de grandir dans l'espace francophone, là où dans d'autres continents, ça bouge déjà depuis bien longtemps. Les Nations Unies portent ce sujet-là à travers différentes initiatives. Et heureux de voir que le sujet est en train de grandir de façon exponentielle, pourvu qu'effectivement, comme tu le rappelles, Franck, il soit appréhendé avec beaucoup de mesure et de justesse et d'humilité. Je voudrais revenir sur ce que tu expliquais, Franck, au regard de de ton expression, de ton exemple et de ton implication chez Norcis. Tu disais qu'effectivement, en tant que représentant de la nature, tu ne peux pas non plus aller jusqu'à poser finalement un veto systématique parce qu'au fond, toute entreprise, quelle qu'elle soit, aussi ambitieuse soit-elle, elle a un impact de toute façon sur le vivant ou sur le non-vivant ou sur l'environnement, quel qu'en soit le mot que l'on choisisse. Et qu'effectivement, toute boîte, dès lors qu'on gratte ou qu'on détricote un petit peu, on se rend compte qu'elle peut avoir des casseroles ça et là, même si elle fait le mieux pour réduire ses empreintes écologiques, carbone, biodiversité, etc. Tu rappelles aussi que l'argent qui sera reversé par les actions dont profitera telle ou telle organisation, pourvu qu'elle ait des actions et un droit de veto, ça sera reversé à la régénération, qui est un autre mot qui est très à la mode actuellement et qui est louable évidemment. Ma question, c'est, pour avoir travaillé également près de 10 ans dans une entreprise de restauration des écosystèmes et avoir eu des grands clients, en France, c'est s'est beaucoup développé. Quand on voit cette appétence pour la régénération et que l'on voit également ce souhait de mettre la nature au bord, est-ce que, certes, si vous posiez des vétos sur bien des décisions, vous freineriez le développement de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que, en s'inspirant aussi de ce qu'est la nature, c'est-à-dire des logiques de circularité, des logiques de sobriété, d'optimisation maximale des ressources, est-ce que, au-delà de la régénération, sans pour autant mettre des vétos, est-ce qu'une grande décision audacieuse et une décision d'humilité, qui est liée évidemment avec ce mot humus, la même racine, ce serait pas de faire ce qu'a fait des boîtes, parce qu'on commence à faire des boîtes comme Chartreuse, il y a quelques années, qui se disent, OK, maintenant, moi, je suis arrivé à un niveau suffisant de développement et je ne veux pas me développer plus. Parce que je considère que j'ai rempli une partie de mon job et je ne veux pas aller plus loin que cela. Je crois qu'il y a deux, trois autres exemples de boîtes qui commencent à se dire ça en se disant, bah, en fait, c'est bien et je veux viser ce que propose le vivant. Finalement, le non-vivant, c'est une forme d'équilibre. Euh, Parce que vouloir la régénération, effectivement, c'est super, mais si c'est toujours une logique de croissance permanente, comment justement honorer vraiment la nature? Et est-ce que c'est pas une perspective aussi de se dire, certes, il y aura peut-être d'autres boîtes qui continueront et de faire moins bien, mais est-ce que vous ne seriez pas aussi méga exemplaire en disant, voilà, on a atteint notre point d'équilibre dans le respect des limites planétaires, en disant, mon développement, il est bien actuel et j'encourage d'autres boîtes à promouvoir aussi cette notion de limite en arrêtant de développer outre mesure.
Écoute, il y a Merci. beaucoup d'éléments dans ton intervention, donc je ne vais pas honorer dans le détail chacun des points, si ce n'est dire qu'effectivement, il y a une forte tendance sur la régénération, mais qui est un peu théorique, un peu une mode, et j'ai encore un peu du mal à voir concrètement. Bref, c'est pas forcément on va dire, ma tasse de thé, surtout que la régénération de la nature reste une ressource. D'accord? Il s'agit bien de régénérer les ressources que l'on consomme. Et moi, ça m'embête. Moi, ma philosophie, c'est dire la nature n'est pas une chose en droit. Tu parlais du droit. Mais la nature est un sujet de droit, en tout cas un sujet que l'on va essayer d'écouter autant qu'on écoute les humains. Après, les autres questions que tu évoques, c'est des grosses questions typiques d'un conseil d'administration, en fait. C'est de se dire, un conseil d'administration, il n'est pas là pour dire, tu le sais, hein, vélo ou pas vélo pour aller au travail, gobelet en plastique ou gobelet en carton. Un conseil d'administration, il est là pour fixer la grande stratégie d'entreprise. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, c'est confidentiel ce qui se passe dans un conseil d'administration, donc je ne suis pas en droit de trop en dire. Mais les questions que tu évoques sont des questions qu'on se pose, de se dire euh, qu'est-ce que serait effectivement le développement par-delà le minimum syndical de responsabilité environnementale que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, sur les clients et tout ça. À horizon 10 ans, à horizon 20 ans, qu'est-ce qu'on souhaite? Et peut-être que ce qu'on souhaite, c'est être un acteur du numérique radicalement différent. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Voilà. Je suis désolé. Et effectivement, ça implique de se poser la question sur son métier, sur sa croissance, sur tout un tas de choses. Euh, et on a eu des bonnes idées. On a eu des bonnes idées, sauf que derrière, il y a 800 salariés. Et si tu veux, tu vas pas demander aux 800 salariés du jour au lendemain de changer de métier parce que la nature a eu une bonne idée, tu vois. Enfin, c'est ces histoires de conduite du changement. Et c'est là où je sais que, notamment parmi les juristes, et les avocats des droits de la nature, il y en a plusieurs en France que tu connais, Marine Izquierdo notamment, Marine Calmet, il peut y avoir une tendance à être assez hard euh, sur certaines prises de position, sur certains droits que pourrait avoir la nature. Moi, je suis un pragmatique. Et un pragmatique, c'est qu'en entreprise, derrière, il y a 1000 salariés, 1000 familles, et c'est des gens que tu veux pas mettre au chômage, et c'est une transformation, ça se fait pas du jour au lendemain, et donc il faut construire sur le temps long. Pour moi, c'est le temps long. Merci beaucoup, Franz. Je regarde juste le temps. Est-ce que, Oui, voilà. puis on n'a pas donné la parole à Manon encore en Oui, plus. c'est ça, exactement. Donc, peut-être Manon, ce qui serait intéressant, alors je ne sais pas si on a répondu à la question sur le conseil d'administration, mais on pourra y revenir après. Manon, peut-être du côté justement de ta maison d'édition. Alors, Franz disait il a été un peu snobé, donc on a refusé de publier. En fait, qu'est-ce qui vous a poussé? Moi, j'avais eu aussi une interview à la radio suisse romande sur ce sujet d'intégration de la nature, et la journaliste me taclait un peu en disant c'est idéaliste, voilà, c'est bien joli vos histoires, mais c'est un peu idéaliste précurseur. Et c'est un peu le feedback que toi, tu as eu, France, de la part, enfin, au travers de ton agent. Et vous avez, chez Quanto, vous avez décidé de le faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce qui vous a poussé, en fait? Oui, volontiers. Bah, merci déjà à mon tour de vous remercier effectivement pour le webinaire, pour la présence de chacun et chacune autour de ce sujet qui est plus qu'important aujourd'hui. Donc les éditions Quanto, juste un petit mot de contexte, c'est vraiment on a une ligne de vulgarisation scientifique, mais on s'intéresse aussi bien sûr aux questions d'actualité, notamment la durabilité bien sûr. Et c'est vrai que quand on a reçu le projet de France, forcément on s'est aussi beaucoup posé la question, est-ce qu'il y a déjà un public, est-ce qu'il y a déjà des lecteurs, est-ce qu'il y a déjà voilà, une réception possible pour ce type de sujet. On était bien conscient que c'était une thématique de niche. Et puis, c'est vrai que, comme tu le disais en introduction, donc on est indépendant de l'EPFL, mais on se trouve quand même sur le campus de cette école polytechnique. Et ça nous a aussi questionné. Donc, on s'est aussi renseigné par rapport à ça et on s'est assez vite rendu compte qu'il n'y avait aucun spécialiste de la question
ni sur le campus de l'EPFL, ni à l'Université de Lausanne, qui est géographiquement très proche. Et c'est aussi comment dire, une sorte de levier sur lequel on a voulu un petit peu aussi s'appuyer pour dire, mais regardez, c'est un sujet qui est important et pourquoi on ne trouve pas en fait de spécialistes, pourquoi on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'interview que tu avais eue et l'échange un petit peu, voilà, peut-être pas tendu, mais disons un peu euh, provocateur peut-être un petit peu de la journaliste qui ne comprenait pas ces questions-là. Nous, de notre côté, on a aussi dû faire face à ça au moment de la parution où en fait les médias euh, voilà, restaient muets par rapport à cette annonce de livre, ne voulaient pas forcément rentrer en contact pour avoir des échanges, des interviews, des choses comme ça, où on se rend compte que voilà, c'est aussi ce que disait Franz tout à l'heure. euh, Tout le monde n'est pas encore prêt à vouloir en entendre parler, à vouloir s'investir, à vouloir s'impliquer. Et c'est vrai que nous, dans notre mission, si je puis dire, de diffusion du savoir, on a voulu prendre ce parti de oui, on va supporter le travail de France, on va le partager, on va le promouvoir, on va le diffuser, même si on est conscient que ce sera peut-être pas un- beaucoup de ventes dès le départ. On le voit plus, ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais, France, sur un projet long terme. C'est-à-dire que oui, on le publie maintenant, oui, c'est avant-gardiste, mais peut-être que voilà, dans un certain nombre de mois, d'années ou autres, c'est quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène. Et donc voilà, nous c'est un petit peu ces arguments-là qui ont fait qu'on s'est positionné en faveur du livre de France. Et c'est vrai que les retours médiatiques importants sont arrivés un an plus tard, finalement. Si on prend TF1, c'est pile poil un Mhm. an après la publication, quoi. Mhm. Mhm. Exactement, et pour ça, tu me permets de rebondir parce que je voulais justement te poser la question. Comment ça s'est fait justement? Parce que enfin, je veux dire, le JT de TF1, c'est quand même pas rien. Comment ça s'est fait de votre côté, la prise de contact, le pourquoi, le Très comment? étrange. Un jour, je reçois un message d'une personne sans photo, sans titre, sans rien sur LinkedIn qui dit est-ce qu'on peut en parler? J'étais en Norvège pour mon petit break annuel et au téléphone, je découvre que c'est Sylvie Pinatel, une journaliste de TF1 qui me dit j'ai vu ce que vous faites, c'est juste génial, j'en ai parlé à mon rédac chef. On est censé faire des choses sur l'environnement. Là, c'est très très concret, une entreprise, machin. Et donc, en fait, on a pris plusieurs mois pour préparer ce reportage qui dure juste 3 minutes, hein. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est bête et méchant. Mais en fait, on s'est vraiment pris la tête pour construire ce sujet pour que ce soit le plus juste, mais aussi le plus simple. Parce que TF1, là, concrètement, on a eu 5 millions de téléspectateurs, mais c'est pas 5 millions de gens qui ont fait l'ENA ou Polytechnique ou qui sortent de l'EPFL. Et donc, il fallait simplifier à mort le sujet et faire une mise en scène et tout ça, tout ça. Donc, ce qui a été rigolo, si je peux avoir une anecdote aussi, c'est que quand on a avec Manon et Canto, quand on a commencé à chercher un préfacier, on a un peu galéré. Je vais pas donner de nom, mais il y a des gens qu'on connaissait bien, qui étaient normalement engagés sur les sujets écologiques et qui ont dit non. Non, je ne veux pas être préfacier de cet ouvrage, je ne suis pas d'accord avec les idées qui sont partagées. Parce que c'est vrai que ça bouscule. Là, on a été un peu simple dans ce webinaire pour partager, mais quand on lit le livre, il y a plein de trucs qui bousculent et qui remettent en cause hein, des conceptions. Et donc, on a eu plein de stars de l'écologie qui ont, à nouveau, je vais pas donner de nom, mais qui ont refusé de faire la préface. Oui, Franck, je voulais pas spoiler pour laisser le plaisir de la lecture aux personnes qui suivaient le webinaire, mais je pense que ça, j'espère que ça leur a donné envie. Et peut-être, est-ce qu'il y a encore des questions de la part des participantes ou participants? Si vous avez encore quelques minutes, volontiers pour les prendre. Sinon, moi, j'avais quand même une question pour conclure. Tu as dit que voilà, ça devient un peu à la mode et puis beaucoup d'entreprises peut-être voilà, se lancent et puis disent, ah, bon, oui, oui, mais nous, on a un board member qui représente la nature ou autre. Et si tu devais donner voilà, deux, trois conseils ou des étapes euh, sur voilà, quoi faire, comment le faire pour que ce soit fait de manière appropriée, peut-être aussi en comprenant que ce n'est pas une chose
qui se fait de manière simple. Et puis Alessandro, Ouais. oui, aussi pour la question, soit dans le chat, soit dès que France a fini de parler. Bah, je réponds à ta question, Sarah, puis après on écoute Sandro. Euh, 3 points très brièvement. Un, c'est facile. C'est facile de représenter la nature. La question, c'est d'avoir le courage de le faire. Et force est de constater que c'est le plus difficile. D'ailleurs, c'est possible, facile de le faire dans l'univers de l'entreprise, mais je le dis aussi parce qu'il y a Céline qui participe à ce webinaire, c'est aussi possible dans l'univers associatif. Cet après-midi, si tout se passe bien, je devrais être nommé représentant de la nature dans un grand mouvement associatif français dont la vocation est de faciliter et d'accélérer la transition écologique dans le milieu associatif français. Parce que c'est pas parce qu'on est une association qu'on est propre écologiquement parlant. Donc, faut le faire, il faut avoir le courage de le faire. Le deuxième point, contrairement à ce que cette webinaire peut laisser penser, il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, s'appuyer sur un représentant de la nature. C'est une erreur monumentale. Je n'ai pas eu le temps de le dire aujourd'hui, mais chez Norcis, chez Veolia, ou avec, j'ai oublié de le dire aussi, tous mes collègues de Corporate Regeneration en Belgique, où on travaille avec 10 entreprises, il n'y a jamais un représentant de la nature. C'est une absurdité, une erreur monumentale. C'est comme j'ai coutume de dire, ça revient à dire, comme le faisait un roi français que vous connaissez peut-être, qui disait l'État c'est moi. Il serait complètement délirant de dire la nature c'est moi. Il faut avoir un comité avec différentes expertises qui vont réfléchir aux prises de décision. Et quand je vais au conseil d'administration de Norcis, c'est pas moi tout seul qui parle au nom de la nature, c'est un comité. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je l'ai oublié. Donc voilà. Oui, et puis Sandro, volontiers pour ta question, tu peux y aller en Alors, direct. très bien, merci. Tout d'abord, c'est super intéressant. Je pense que tu as absolument raison d'aborder ce point-là, de mettre la Mm. nature sur la table et pas à côté. Parce que je pense qu'effectivement, les entreprises ont un grand défaut, elles vivent en silo depuis très longtemps. Et puis là, on parle de la nature, mais on parle aussi de l'humain. On peut aussi parler de l'humain. Donc, je posais une question sur le luxe. Lorsqu'on sait que le luxe, l'industrie du luxe, vit grâce à des salaires très petits qui sont payés chez ceux qui produisent, les marges d'intérêt, les marges bénéficiaires sont énormes. Et la question est de savoir comment une entreprise peut vraiment s'intégrer dans une communauté. Et la communauté, c'est pas uniquement des humains, c'est effectivement la nature. Alors, je prends un exemple typé dans le monde du travail. Lorsqu'on fait du recrutement, à un certain niveau, il est de bon ton de payer des bonus et ce qu'on appelle des fringe benefits. Si je prends par exemple le monde de la santé ici à Lausanne, avec le CHUV, en fonction de votre catégorie hiérarchique, vous allez avoir la possibilité de faire du leasing de voitures de plus en plus haut. Ouais, je D'accord? vois. Alors si, par exemple, quand on vaut, l'employeur se décide de dire, tiens, la nature est un élément important, il faut qu'elle prenne une décision aussi claire. Pourquoi faire du leasing de voiture? Mhm. Exemple typé. Et là, la question de savoir, c'est comment les collaborateurs sont prêts à travailler là-dessus et accepter les contraintes qui peuvent venir et ou voir les intérêts à long terme de travailler sur une durabilité plus saine Ah, pour tout, ça, c'est une tous. super question. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et j'ai des réponses mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Norcis, on vient de faire le baromètre interne. Donc, on a un bel échantillon statistique, puisque je le répète, ce sont 800 salariés. À la fin des questions type, il y a un champ libre, comme on dit, c'est-à-dire une contribution libre, et on leur demande de quoi êtes-vous le plus fier de Norcis cette année. Et la très grande majorité ont dit la nature actionnaire. Ça veut dire que, alors qu'il y a eu plein de choses super hein, qui ont été faites chez Norcis depuis un an, mais c'est ça qui rend le plus fier les salariés parce qu'ils ont le sentiment que quand ils vont travailler, eh ben, ils ne travaillent pas contre la nature, ils travaillent pour la nature. Et c'est le problème, j'ai envie de dire, numéro un aujourd'hui hein, au monde du travail. Mais pour autant, est-ce que, ils sont prêts à chambouler leur quotidien au nom de la nature? Est-ce que si le représentant de la nature utilisait son droit de veto pour
acter un changement un peu radical, ça se passerait bien. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis, hein, on n'a pas encore essayé d'être radical. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans l'univers du syndicalisme, donc en France, c'est la CGT, la CFDT, etc. Je sais pas comment ça s'appelle en Suisse, mais en fait, on a les syndicats qui de plus en plus essayent d'être engagés sur les questions d'écologie et d'environnement, mais très vite, il y a une forme de conflit d'intérêts qu'on voit très très bien, par exemple, dans le domaine de l'énergie ou de la chimie. Oui, les syndicats veulent de la transition écologique, mais mollo, pas trop vite. Parce que si on fait une transition trop vite, ça veut dire des emplois qui sont détruits parce qu'ils ne sont pas propres écologiquement. Ça veut dire des reconversions à marche forcée euh, des compétences des salariés. Ça veut dire potentiellement des déménagements de salariés d'un site industriel à un autre. Et donc, on a un bel exemple de l'ambivalence, en fait, des salariés et de leurs représentants qui, certes, souhaitent une transition écologique parce que, voilà, c'est un gros sujet, voire le sujet numéro un des préoccupations, mais de là à bousculer le quotidien, quand on regarde ce qui se passe dans l'univers du syndicalisme, voilà, il y a très vite une forme de conflit d'intérêts, malheureusement. C'est pour ça que moi je milite pour un nouveau type de syndicalisme qui soit un syndicalisme dédié aux questions naturelles. Et chez Norcis, on le dit pas assez parce qu'on n'a jamais assez de temps, mais en fait, il y a certes le Nature au conseil d'administration que je représente, mais après, on a un conseil, comme je l'évoquais, avec 10 représentants de la nature qui siègent dans différentes instances de l'entreprise, dont un représentant de la nature au niveau du syndicalisme et du dialogue social. Et là, on essaye d'expérimenter cette nouvelle forme de syndicalisme qui ne serait pas là pour représenter les intérêts des salariés, mais pour représenter les intérêts de la nature dans les négociations patronales. Mais c'est tout Oh, frais, donc on ne sait pas encore ce que ouais. ça va donner. Voilà. Ah, bah, c'est bien. Merci. Mm. Oui, super. Et puis, c'est vrai que je réalise quand tu parles justement des gardiens, des représentants, Franz, que dans les nombreuses casquettes que j'ai évoquées en début, j'ai oublié de mentionner que tu es aussi le cofondateur de Corporate Régénération, dont nous Ah sommes oui. On va présents se faire engueuler. en Suisse. Oui, oui, non, mais c'est vrai, on oublie toujours, enfin, tout est tellement normal pour nous. Il est presque 1h15. Il y a une dernière question de Nicolas. Est-ce que tu as le temps encore, Franz, de la prendre? Moi, j'ai le temps. Après, peut-être que les uns et les autres ont d'autres choses à faire, donc vous ne vous sentez Oui, pas obligé de rester. oui, mais Hein. non, c'est passionnant. Donc, Nicolas, encore, oui. Ouais, merci encore. En fait, c'est une question qui est très liée à ce que tu viens de dire et peut-être n'auras-tu pas forcément d'éléments complémentaires. Mais je me posais la question, on sait que tout écosystème vivant une forêt, nous, êtres humains, on est interdépendants, mes neurones, mes cellules, etc. Et au fond, dans une entreprise, les premières forces vives, évidemment, sont les salariés. Alors, tu as rappelé la complexité justement des positionnements, tu as rappelé cette nécessité aussi du temps long de l'évolution, et tu parlais du retour du feedback qu'ont fait les salariés de Norcis, 800 personnes, entreprises de services, qui sont peut-être beaucoup basées à Paris, et tu rappelais aussi peut-être d'autres personnes dans l'industrie, je pense à des gens qui sont dans des industries en province, moi je suis français également, donc je connais un peu tous ces enjeux-là, et des gens qui sont peut-être éloignés de la nature et qui sont peut-être dont les emplois peuvent être précaires ou menacés par la mondialisation. Est-ce que ce serait une opportunité ou une idée ou pas que de faire voter, de proposer au vote finalement dans toutes ces grandes entreprises et même des TPE, PME qui sont l'immense cortège des entreprises en France, plus de 95%, de demander justement aux forces vives, au corps social, êtes-vous favorable ou pas à ce que demain la nature accède au board ou dans quelle mesure? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ou est-ce qu'il faut passer par des corps intermédiaires ou des strates type syndicat forcément? Écoute, moi, quand je parle de l'idée, enfin, du livre auprès de publics éclairés, genre des dirigeants lors d'une conférence à Sciences Po, à l'École des Mines, enfin, tu sais, toutes ces grandes institutions françaises de l'élite. Déjà là, je vois les gens qui au début sont complètement, tu vois, se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi. Donc j'imagine que si on devait soumettre l'idée à une votation un peu plus populaire, pour reprendre le jargon suisse, on n'aurait pas forcément un grand succès. Je rappelle qu'il n'y a pas longtemps en Suisse, il y a eu une votation hein, sur le fait d'intégrer les limites planétaires
enfin, d'imposer les 9 limites planétaires, et on a eu un bon et franc non à cette proposition. Donc, bon, je suis pas en train de dire qu'il faut préférer des dictatures éclairées à la démocratie, mais je pense que, tu vois, il y a quand même, c'est des innovations qui sont tellement déstabilisantes que ça s'appuie, en tout cas sociologiquement, à ce stade, quand même, sur des dirigeants très, très éclairés. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'une fois que l'idée est enclenchée, il faut associer, il faut associer. Ce qu'on a fait chez Veolia, on n'a pas eu le temps d'en parler chez Veolia, euh, qui est quelque chose d'important parce que Veolia, c'est quand même un groupe du CAC 40. Donc c'est vraiment les plus grosses entreprises françaises, hein. C'est qu'on a constitué à nouveau un comité, et ce comité de 30 personnes, c'est 15 salariés venant des différents pays où est présent Veolia et 15 experts. Et pour moi, c'est ça le sujet. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts, je l'évoquais tout à l'heure, entre ma posture de salarié et les enjeux écologiques. Le conflit d'intérêts, c'est que potentiellement l'enjeu écologique veut dire que j'arrête de travailler, que je perds mon emploi. On ne peut pas s'appuyer que sur les salariés. Et donc c'est là que les experts rentrent dans la danse. Mais après, ça pose tout un tas de questions complexes. C'est qui ces experts? Qui les choisit? Au nom de quels critères? Quelles sont les autorités qui vont vérifier, qui font un bon travail? Ou le cas échéant, dire tu fais un mauvais travail, on arrête. C'est pour ça, moi, que je crée une fondation. Tu vois, cette fondation a pour objectif de former des administrateurs nature, mais aussi de vérifier qu'ils font le bon travail. Et ça, j'essaye de le faire en partenariat avec les institutions académiques et publiques françaises. Et hier, par exemple, j'étais au ministère des Finances pour discuter d'un partenariat avec eux sur ce projet, tu vois. Parce que le ministère des Finances en France détient des participations, tu sais, chez Renault, chez Orange, à la RATP, et donc il y a des administrateurs et on va essayer de faire des choses ensemble. Bref, j'en ai trop dit, mais on ne peut pas s'appuyer que sur la démocratie salariée pour ce sujet-là, malheureusement. Merci. Magnifique. Merci Donc tout beaucoup. ça, c'est un sujet ultra innovant, ultra pionnier, et qui était complètement délirant encore récemment, mais c'est en ayant confiance, et à nouveau, je remercie mon éditeur Canto d'avoir fait confiance, et Norcis d'avoir fait confiance. Et donc il faut croire en l'avenir et faire confiance dans les idées un peu folles. Tout doucement, ça infuse et ça transforme les choses. Effectivement, merci Franck. Et je pense justement de l'implémentation, de voir toute cette réflexion en pratique Mm. à Norcis, enfin chez Norcis, pardon, c'est ce qui a amené voilà, cette médiatisation, parce que Norcis, on connaît comme entreprise engagée de longue date avec justement pionnière sur plein de sujets comme la perma-entreprise ou autres. Et nous, notre souhait, et j'espère justement que bientôt on se verra en vrai pour ça, c'est que on est un Orsis suisse et vraiment une première entreprise qui fasse le pas, qui fasse cette réflexion, qui est la nature actionnaire et un représentant accompagné de la nature dans une entreprise suisse. Donc, on espère que ce sera encore le cas en 2025 et comme ça, on pourra aussi montrer l'exemple de pionniers en Suisse parce qu'on aime bien suivre, mais comme il y a déjà un exemple en France, on peut s'en inspirer. Alors, merci beaucoup à toutes et tous. Merci. Donc, je vous partagerai ces prochains jours Merci. l'enregistrement que vous pourrez partager. Et je partagerai aussi, merci beaucoup Manon, le lien pour commander le livre que je vous recommande. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le parcourir. Ça a amené effectivement beaucoup de réflexions, de questionnements, de choses auxquelles j'avais évidemment pas pensé. Il y a encore d'autres choses qu'on aurait pu dire. On aurait pu continuer voilà, la conversation encore longtemps. Peut-être qu'on refera un autre moment. Mais merci beaucoup, Franz, pour ton temps, Manon aussi, et toutes les participantes et participants. Et voilà, si vous avez des questions, on pourra aussi y répondre sur les LinkedIn. On te taguera, Franz, pour que tu puisses suivre. Ça Merci beaucoup. roule. Une très bonne journée et puis bonne chance dans ta prochaine nomination et ta discussion sur les limites planétaires. C'est Dans top. 2 heures. Ouais, C'est voilà. dans 2 heures. Je vous tiens au courant. Ou pas si je suis pas retenu. Voilà, c'est ça, Allez, exactement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au à revoir. plus. Bye bye. Merci, Au Au revoir, revoir. merci beaucoup, merci. Au bravo. revoir.